Comme prévu, je vais vous faire ce matin en fait les concepts de base du framework Angular. Je rappelle que pour développer des applications web, nous avons dit qu'il y a deux modèles. Deux modèles. Il y a le modèle rendu HTML côté serveur et le modèle rendu HTML côté client. Alors, donc nous avons déjà traité le cas du modèle rendu HTML côté serveur, notamment avec un moteur de template comme TeamLeaf, avec lequel nous avons montré comment générer le HTML côté serveur. Alors, dans la pratique, dans la majorité des entreprises préfèrent utiliser donc un modèle rendu HTML côté client. Et dans ce cas-là, donc, vous aurez besoin de maîtriser un framework, on va dire front-end, comme Angular ou bien React. Donc ici, on va s'intéresser au framework Angular et nous allons voir les concepts de base. Donc je rappelle juste que en fait, Angular, c'est quoi? Angular, c'est un framework qui permet de créer la partie front-end des applications web. Alors les applications créées avec Angular, c'est des applications de type Single Page Application. Alors, Single Page Application, ça veut dire tout simplement une application Angular se compose d'une seule page. Bon, cette page, c'est index.html. Et dans cette page index.html, on va utiliser le framework Angular qui va nous permettre d'envoyer des requêtes souvent vers le backend HTTP, vers des web services RESTful. Souvent, on récupère des données au format JSON. Et après, une fois qu'on récupère ces données de JSON, c'est avec Angular, c'est-à-dire avec du JavaScript, qu'on va prendre ces données-là et on va les afficher dans différentes parties de la page principale, c'est-à-dire la single page, en utilisant ce qu'on appelle les web components. Donc ça, c'est le principe de base. Historiquement, donc Angular, c'est un framework qui est très ancien. Il était connu dans sa première version avec AngularJS. Au début, c'est ce qu'on appelle un Angular 1. AngularJS à l'époque utilisait donc le pattern MVC, c'est-à-dire Model View Controller, exactement comme on le fait avec Spring MVC côté serveur. Et donc ce framework Angular, il est basé sur MVC, mais pour développer des applications AngularJS à l'époque, on utilisait du JavaScript natif. Mais après, par la suite, les choses ont changé parce que depuis l'avènement de HTML5, il y avait l'introduction de ce qu'on appelle les web components à partir de HTML5. Et donc, tous les frameworks, généralement, vont s'orienter vers ce pattern web component. Et donc, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, donc, il y a la refonte complète de ce framework Angular 1 vers une autre version, c'est ce qu'on appelait Angular tout court ou bien Angular 2. Et donc, la particularité de Angular, c'est que pour développer des applications Angular, on utilise les web components, en fait les web components, les composants web. Alors, les web components, généralement, les web components utilisent le pattern MVVM, modèle view model. Alors, en fait, le modèle, c'est un objet dans lequel on va stocker des données. Donc, c'est là, on va stocker des données qui vont être affichées dans la vue. Donc, c'est-à-dire la vue, il ne fait que afficher des données qui se trouvent dans le modèle. Et puis, donc, quand il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel à une fonction qui se trouve dans le modèle. Et quand les données du modèle changent, automatiquement la vue sera rafraîchie. Le lien entre le modèle et la vue se fait via un mécanisme qui s'appelle le data binding. En fait, le data binding, on va voir tout à l'heure, donc c'est un mécanisme qui permet de faire le lien entre les données qui sont stockées dans le modèle et ce qui est affiché dans la vue. De façon à ce que quand je saisis des données dans la vue, automatiquement elles sont stockées dans le modèle. Et quand il y a des données qui changent dans le modèle, automatiquement la vue se rafraîchit. Alors après, donc, pour développer en fait les applications Angular, donc on va préférer travailler avec TypeScript. En fait, TypeScript, c'est un langage qui a été créé et qui permet de faciliter le développement des applications JavaScript. Parce qu'en fait, JavaScript, c'est un langage qui en fait n'est pas
n'est pas en quelque sorte très structuré. Si vous voulez développer des grandes applications avec du JavaScript natif, c'est très difficile d'implémenter facilement les concepts fondamentaux de l'orienté objet. Pourquoi? Parce que de base, vous n'avez pas la notion de classe et d'interface et tout ce qui se vont très pratiquer dans l'ingénierie logicielle. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a un langage qui avait été créé, qui s'appelle depuis longtemps, qui s'appelle TypeScript, et qui est, lui, un langage qui est structuré et orienté objet, et qui permet de faciliter le développement d'applications JavaScript. Alors, typiquement, Angular utilise TypeScript, et puis, depuis la version 2, quasiment chaque 6 mois, il y a une nouvelle version qui apparaît, donc ça va vite. À chaque fois, on améliore des choses. La dernière version maintenant, c'est la version 19. Et voilà. Donc, on va ici de voir comment créer des applications de type Angular. Donc, je rappelle qu'en fait, TypeScript, comme je disais, TypeScript, c'est un langage orienté objet qui est typé. C'est-à-dire, on peut déclarer les types de variables et tout ça. Et donc, qui permet de faciliter le développement d'applications JavaScript. C'est-à-dire, vous créez votre application avec TypeScript, votre application, elle sera compilée, et le compilateur, il va traduire en fait TypeScript en JavaScript. C'est-à-dire que finalement, l'application que vous allez déployer à la fin, c'est du JavaScript natif, c'est normal, parce que les navigateurs, les browsers reconnaissent plus, bien sûr, le JavaScript. Nous, on développe l'application avec TypeScript, mais il y a un transpiler ou bien un compilateur qui va automatiquement traduire notre TypeScript en JavaScript. Alors, si vous voulez développer une application Angular, vous aurez besoin d'installer Node.js. Pour Node.js, c'est un outil pour quasiment tous les développeurs qui utilisent JavaScript, les développeurs front-end utilisent Node.js. Donc, une fois que vous téléchargez Node.js, vous aurez besoin. Si vous installez Node.js, c'est que vous avez un outil qui s'appelle NPM, que vous connaissez, Node Package Manager. Qui permet d'installer les dépendances dans un projet JavaScript. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va installer Angular CLI. Angular CLI, pour l'installer, on va utiliser npm install -g, c'est-à-dire de manière globale. On va installer Angular CLI. Donc, Angular CLI, c'est un ensemble d'outils sur ligne de commande qui permettent de faciliter le développement d'une application Angular. Forcément, si vous installez Angular CLI, vous allez avoir dans votre sur ligne de commande une commande qui s'appelle ng. Et bien, c'est cette commande ng si vous voulez, qui est Angular CLI, qui va nous permettre de créer facilement un projet Angular, de construire un projet Angular, de créer les différents types de composants. C'est cet outil-là qu'on va souvent utiliser sur ligne de commande pour générer les différents composants de Angular. Ici, ça c'est la version 17, mais si vous installez aujourd'hui la version, vous allez trouver c'est la version 19. Alors, si vous avez ng, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet Angular. Et pour créer un projet Angular, on va utiliser la commande ng, new, et on spécifie le nom du projet. La commande new, qu'est-ce qu'il fait? Il va se connecter à Internet, il va télécharger en fait un modèle de projet Angular qui va stocker dans ce dossier-là, myapp. Alors, il faut juste noter une chose qui est très importante, c'est que en fait, Angular, depuis la version 2, c'est un framework qui est basé sur la notion de module. Module, c'est-à-dire, il suppose que chaque application se compose d'un ensemble de modules. De ce fait, dans une application Angular, se vend depuis la version 2 jusqu'à la version 14, vous avez minimum un module. C'est-à-dire que quand vous créez un projet, il crée un module principal. C'est en fait root module dans votre application. Mais depuis la version 14, en fait, il y avait la possibilité aussi de créer une application Angular sans utiliser les modules. C'est vrai, cette notion de module, parfois, elle est critiquée par les développeurs parce que parfois, on n'a pas besoin de créer plusieurs modules.
généralement, la notion de module, c'est à peu près, il est très pratique pour quand on a des grands front-end, des grands projets front-end. Ça nous permet de découper en fait le projet en plusieurs modules. Mais en fait, il se trouve qu'il y a beaucoup de projets dans lesquels on utilise un seul module. Et donc après, on se pose la question à quoi sert donc le module si notre application est basée sur un seul unique module. Et donc c'est la raison pour laquelle depuis la version 14, il y a moyen d'utiliser ce qu'on appelle les standalone components, c'est-à-dire c'est des web components qui n'appartiennent à aucun module. Et du coup donc ce n'est plus obligatoire d'avoir des modules dans une application Angular. Et d'ailleurs, les nouvelles versions de Angular, la tendance c'est d'aller vers des applications sans module. Mais si vous voulez générer un projet, donc c'est-à-dire c'est que vous créez un projet avec ng-new, le nom de l'application, il vous crée un projet Angular sans module par défaut depuis la version 17. Et donc, mais si vous voulez qu'il génère le module, vous ajoutez ça, ce flag. Alors souvent ça, bon, on le fait juste parfois si vous voulez, vous voulez rester dans le c'est-à-dire dans le modèle classique utilisant les modules. Donc on utilise no standalone. Donc ça c'est le flag qui est plutôt le paramètre qui permet d'indiquer Angular. Je voudrais créer un projet mais avec module. Donc il va générer le module. Donc ça c'est ce qui va se passer. Alors dans la démo, donc je pense dans les années avant, on travaille toujours avec des modules, mais comme la tendance se confirme, comme quoi finalement les modules, ce n'est pas forcément c'est-à-dire la bonne, c'est-à-dire les modules ne sont pas forcément toujours obligatoires. Donc ce qui fait que dans la démo tout à l'heure, on va essayer de travailler sans module, c'est-à-dire normalement, vous n'avez pas besoin de spécifier ça. Voilà, alors ici donc une fois que le projet est créé, on va se positionner dans le dossier et pour tester le projet donc on va utiliser la commande ng-serve. En fait ng-serve, qu'est-ce qu'il fait? Ng il va démarrer, il va en fait compiler d'abord le projet, il va faire une opération qui s'appelle webpack, il va compiler, il va compacter tous les fichiers JavaScript en un seul fichier, tous les fichiers CSS dans un seul fichier et tous les fichiers en fait et après HTML dans un seul fichier. Et après, il va démarrer un serveur Node.js en local qui utilise par défaut le port 80, plutôt le port 4200. Et donc, si vous tapez HTTP localhost 4200, vous allez voir, il y a votre application qui va apparaître à ce niveau-là. Alors maintenant, on va essayer donc juste de voir l'architecture de Angular et on va essayer de faire une démo pour commencer. Alors donc, voilà. Alors si vous voulez éditer donc bien sûr votre projet Angular, bon les IDE les plus populaires, donc vous avez donc les IDE de JetBrains notamment, WebStorm, IntelliJ, PHP Storm, parce que tout ça c'est des outils qui sont complets. Donc si vous faites un développement full stack avec Java, ben, de préférence de rester sur IntelliJ parce que IntelliJ donc c'est un IDE qui est complet, qui est vraiment complet aussi bien pour le backend, pour le frontend, pour les mobiles, pour tout ce que vous voulez. Mais si vous faites purement du front-end, généralement, vous pouvez travailler avec VS Code. VS Code aussi, c'est un outil qui est très populaire. Il est très utilisé bien sûr, comme IDE pour développer des applications, tout comme IntelliJ. Donc, vous avez plein de plugins et d'extensions que vous pouvez utiliser et qui permettent de personnaliser donc votre environnement de développement. Alors, dans notre cas, on va rester sur IntelliJ comme IDE parce que tout simplement, notre backend, c'est du Spring, c'est du Java. Donc, et comme on fait du full stack, donc on va essayer donc de rester sur IntelliJ. Alors, en fait, un projet Angular, donc ça, c'est l'ancienne, on va dire, l'ancienne structure. Alors, si vous voulez, bon, je vais directement passer à la démo, comme ça on peut voir mieux les choses. Alors déjà, bon, si vous voulez en fait travailler un Angular, donc je rappelle, ben, il vous faut d'abord télécharger Node.js. Alors Node.js, donc vous le téléchargez, vous l'installez.
Et si vous l'installez, ça veut dire que vous avez l'outil npm. Et si vous avez npm, donc vous allez installer sur ligne de commande directement. Normalement, alors la commande c'est... Attendez. Alors c'est npm install de manière globale Angular CLI /CLI. Alors cette opération là, donc vous la faites, vous donc c'est en fait le npm, il va se connecter à internet, il va télécharger donc Angular CLI. Et après, à un moment donné, s'il est... Donc, je vais pas faire ça parce que je l'ai déjà fait hier. Et donc, une fois que c'est installé, donc si vous tapez ng version, vous pouvez voir la version de Angular CLI qui est installée. Vous voyez donc ici, donc j'ai la version 19. Et donc, une fois que vous avez voilà, une fois que vous avez ça, donc vous pouvez créer une application Angular. Bon, si vous voulez créer une application Angular, alors ici, donc, je suis dans un dossier. Je vais créer un dossier, par exemple, que je vais appeler angproj, par exemple, comme ça. Project. cd angproj. Voilà. Alors, je suis dans un dossier où je vais créer mes projets. Donc, si vous voulez créer un projet Angular, vous utilisez la commande ng-new, le nom de l'application. Et l'application, je vais l'appeler par exemple insert app, comme ça. Donc ça crée le projet Angular. Alors comme je disais ici, donc si vous voulez qu'il vous génère un module, c'est-à-dire si vous voulez travailler la version avec module, parfois si peut-être vous suivez un tutoriel qui utilise les modules, etc. Donc n'oubliez pas d'utiliser le flag no standalone. Alors ça permet donc de créer une application Angular avec module, c'est-à-dire l'ancienne architecture. Mais sinon, si vous mettez pas, donc il va vous créer un projet Angular sans module. Donc quel framework CSS que vous voulez qu'il utilise? Donc je vais travailler avec CSS, entrée. Et voilà. Et puis donc alors ici donc vous avez... Pourquoi cet affichage n'est pas bon? Alors ici donc vous avez une question, vous voyez ici yes or no, donc je mets yes. Alors attendez, parce que là c'est pas affiché, je vais reprendre CTRL C, parce que ça c'est pas normal. Alors donc je crée le projet, donc ng new application, c'est CSS entrée. Bon, cette question là je sais pas pourquoi il l'affiche comme ça, mais donc la question c'est est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez qu'il génère la partie server side. Donc c'est-à-dire si vous voulez créer un projet full stack Node.js, backend Node.js et front-end Angular, donc il peut vous générer donc en fait la partie si vous voulez server side. Alors ici ce n'est pas le cas, donc je vais mettre no. Et après, donc il vous génère le projet. Donc il se connecte et il va télécharger le projet. Donc ça nécessite bien sûr d'avoir une connexion internet. Il va télécharger un modèle de projet et puis il va installer les dépendances. Vous voyez donc ici il a déjà téléchargé le projet, mais maintenant il est en train d'exécuter npm install. En fait npm install, donc vous savez, donc c'est pour télécharger les dépendances du projet. Donc il va télécharger toutes les librairies qui nécessitent voilà, qui sont nécessaires pour le développement d'un projet Angular. Alors généralement cette opération d'installation des dépendances, ça prend un peu de temps, donc c'est fait. Alors donc j'ai le projet qui est créé. Alors si vous voulez tester le projet, donc je me positionne dans le projet. Après vous utilisez la commande ngserve.
Alors en fait, ngserve, il permet de démarrer, en fait, de faire un ng build. Il va faire un webpack pour construire l'application, mais en même temps, il va démarrer un serveur. Si vous voulez, il va démarrer un serveur Node.js en local qui utilise le port 4200 par défaut. Alors ici, donc, est-ce que vous voulez partager les statistiques, pseudo-nom, etc. No, yes, peu importe. Voilà. Alors donc, il va construire le projet. Donc ça se passe rapidement. Donc vous voyez donc l'application finale Angular, donc elle est construite. Il y a un fichier JS, il y a un fichier CSS et après il y a polyfills.js. Et après donc l'application elle est démarrée sur le port 4200. Alors si vous essayez de voir en localhost 4200, vous devrez voir donc la structure, voilà donc ce qui s'affiche. Alors maintenant, on va essayer donc d'ouvrir le projet. On va regarder la structure, on essaiera de comprendre un peu ce qui se passe. Alors pour cela, donc je vais utiliser un IDE. Donc ici, je vais arrêter l'application ici, CTRL-C. Et je vais ouvrir le projet sur IntelliJ. Alors ici, donc j'ai le projet IncProj ici. J'ouvre le projet que je viens de créer. Voilà, sur ce projet-là. Voilà, donc j'ai la structure du projet. Alors en fait, un projet Angular, d'abord c'est un projet Node.js. Donc c'est-à-dire c'est un projet dans lequel vous allez trouver le fichier package.json. Donc ça c'est le premier fichier généralement que vous allez voir pour jeter un code sur les dépendances. Donc je vois bien les dépendances de mon projet. Vous voyez donc j'utilise Angular 19 ici. Et après, par défaut, vous avez un certain nombre de dépendances qui sont obligatoires, qui sont intégrées par défaut. Mais après, par la suite, à chaque fois qu'on a besoin d'ajouter une dépendance, on va l'ajouter ici, bien sûr, ou tout simplement, on utilise la commande npm install. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire parce que j'aurai besoin de travailler avec, par exemple, Bootstrap. Du moment que j'ai besoin de travailler avec Bootstrap, donc je vais sur ligne de commande dans mon projet. Donc il faut bien sûr être sûr que vous êtes dans votre projet, c'est-à-dire dans la racine du projet. Et puis vous utilisez donc npm install, par exemple Bootstrap. Alors Bootstrap, donc c'est un framework CSS que je vais utiliser par exemple, je vais l'installer. Alors forcément Bootstrap, bon ce qu'il fait c'est, vous voyez donc ici, npm install, il va installer Bootstrap et puis donc il va, vous voyez donc il est ajouté dans le fichier package.json. Alors ça c'est pour les dépendances. Alors où sont installées les dépendances? Alors toutes les dépendances installées en fait avec npm install. Donc si vous réexécutez directement npm install sans rien préciser, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer c'est que npm il va lire le fichier package.json et après il va se connecter à internet, il va télécharger les dépendances. Et une fois qu'il va télécharger les dépendances, il va les placer dans un dossier de votre projet qui s'appelle Node Module. C'est ce dossier-là que vous voyez ici. Donc vous voyez donc Node Module, c'est un dossier qui est trop lourd, qui contient beaucoup de librairies. Donc vous voyez tout ça, c'est des librairies qui sont utilisées dans le projet Angular. Donc ce qui fait que quand vous copiez votre projet, c'est inutile bien sûr de copier le dossier Node Module parce que ça sert à rien. Ce dossier-là, à chaque fois que vous avez le code source de votre application, à chaque fois vous avez le fichier package.json, dès que vous tapez npm install, il va se connecter, il va télécharger les dépendances, il va vous les placer dans Node Module. Mais si vous tentez de le copier, par exemple, ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de fichiers qui sont dans ce dossier-là. Donc ça c'est le fichier, en fait, le fichier, plutôt le dossier Node.js. Et après, vous avez en fait le code source de l'application. Alors en fait le code source déjà bon, il y a un fichier qui est important qui s'appelle AngularJSON. Donc ça c'est le fichier de configuration de Angular. Donc il contient pas mal de choses, mais c'est un fichier pour le moment on va le garder de côté, on va pas le toucher. Après par la suite on aura besoin, par exemple, supposons on a travaillé avec
En fait, maintenant, nous avons téléchargé Bootstrap. Alors, si par exemple, vous voulez intégrer Bootstrap dans votre projet Angular, on va directement vers le dossier ici Angular.json, plutôt dans le fichier de configuration Angular.json, et vous cherchez ici, vous allez trouver les styles ici. Vous voyez ici par exemple styles. Donc vous voyez déjà par défaut dans votre projet Angular, il y a un seul fichier qui est déclaré dans votre projet, c'est style.css. Donc c'est un fichier que vous allez trouver ici dans le dossier source. Vous voyez donc style.css. Et après, si vous voulez ajouter Bootstrap, vous pouvez ajouter ici Bootstrap. Donc, mais il faut mettre tout le chemin, donc c'est-à-dire node module, slash bootstrap css, etc. bootstrap slash dist css bootstrap.min.css. Donc ça, c'est une façon de faire, c'est-à-dire une façon avec laquelle on va intégrer Bootstrap au projet. C'est pareil pour si vous avez des fichiers JavaScript. Alors ici, donc node module, bootstrap, dist, css, bootstrap.min.css. Donc ça, c'est le Bootstrap. Et aussi pour les fichiers JavaScript. Mais ça, c'est une façon de faire. Mais pour le moment, je ne vais pas le faire. Donc je le laisse tout à l'heure. Parce qu'il y a une autre technique que je vais vous montrer. Ok. Bon, bref, donc ce fichier Angular.json, donc il va servir à la configuration de Angular quand vous allez créer les environnements de développement, les environnements de test, prod et tout ça. Vous allez quand même rentrer dans ces configurations, mais pour le moment, ce fichier-là, on va l'ignorer. Alors, l'essentiel d'un projet Angular se trouve dans en fait le dossier source, le code source. Alors, dans le code source, vous allez d'abord trouver un fichier, la single page application. Donc, vous voyez donc une application Angular quand il démarre. Comment ça se passe? Alors, je vous montre ça dans les slides. Alors, vous voyez donc quand vous démarrez votre navigateur, si vous tapez http localhost, ben, ce qui va se passer, c'est que la première des choses qui va être chargée, c'est le fichier index.html. Donc, index.html, c'est la single page application de votre application. Alors, qu'est-ce qu'il fait index.html? Il va démarrer le framework Angular. Et Angular va commencer à à exécuter un fichier qui s'appelle main.ts. Donc vous allez voir ici, donc il y a un fichier dans votre projet, il y a main.ts. C'est le premier fichier qui s'exécute, c'est le point d'entrée de l'application. Et main.ts, il va directement charger l'application. Alors maintenant, il y a deux scénarios. Donc si vous avez un module dans votre application, c'est le cas ici. Cette architecture-là, c'est l'architecture basée sur le module, ici. Vous voyez, il y a un module. Alors, s'il y a un module dans l'application, alors main.ts, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord charger le module. Donc, le module, c'est ce fichier que vous voyez là, c'est app module. Et en fait, le module principal, qu'est-ce qu'il fait? Il va démarrer le composant principal. Le premier web component qui va s'afficher s'appelle app component. Donc vous voyez donc ici app component, c'est ce que vous voyez ici. Tout à l'heure on va voir la structure d'un composant, parce que un web component Angular, il est structuré en 4 fichiers. Donc ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc en fait, app component, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui va afficher. C'est le premier composant de votre application qui va s'afficher. Donc c'est-à-dire tout ce que vous voyez dans votre single page application, ben, vous allez trouver tout ce que vous voyez, vous allez trouver donc tout l'affichage que vous voyez là, il est à l'intérieur de app component. Alors bien sûr, à l'intérieur de app component, on va afficher d'autres composants. Par exemple, une barre de navigation, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est-à-dire finalement, notre application qui s'affiche, qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver app component, donc app component. Mais app component contient d'autres composants qu'on va créer, et chaque composant peut encapsuler, contenir d'autres composants. C'est-à-dire finalement ce qui s'affiche dans index.html, c'est une hiérarchie de composants. Donc c'est ce qui va s'afficher. Alors maintenant, en fait, le app component, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, un web component est basé sur le pattern MVVM.
Bon, c'est-à-dire, dans un composant, il y a deux parties principales. Il y a le modèle, c'est une classe TypeScript dans laquelle on va déclarer les variables et les données. Et après, vous avez la partie view, c'est la partie HTML et CSS dans laquelle on va faire l'affichage. Donc Angular, il a la particularité de séparer la logique présentation avec la logique applicative, c'est-à-dire le moteur de rendu HTML de Angular, c'est purement donc on va trouver que du HTML. Donc en fait, quand il y a en fait, le lien entre le modèle et la vue se fait via ce qu'on appelle le data binding, ça j'en ai parlé tout à l'heure, de façon à ce que quand vous, par exemple, vous changez une donnée, quand les données du modèle changent, automatiquement il se rafraîchit dans la vue. Et quand vous allez saisir des données dans la vue, ben, automatiquement le modèle va changer. Donc ce lien-là, donc le data binding, donc c'est un mécanisme sur lequel on va revenir tout à l'heure. Donc pour voir les différentes techniques qu'on peut utiliser donc pour faire le data binding. Donc ça c'est le principe de base. Alors maintenant, si vous voyez ici donc dans notre cas, ici comme on n'a pas créé de module, c'est-à-dire c'est une version sans module, donc ce qui fait que vous avez un projet Angular dans lequel vous avez la structure un peu réduite par rapport à celle que vous voyez ici. Vous voyez, il y a quand même pas mal de fichiers. Donc ici vous avez le fichier main, mais vous avez là index.html. Alors vous voyez donc index.html, il n'y a rien de spécial. Donc c'est un simple fichier HTML. La seule chose que vous allez voir ici, c'est vous avez AppRoot. AppRoot, c'est tout simplement cette balise-là qui permet d'afficher le app component, c'est-à-dire root component qui s'affiche au démarrage à l'intérieur de index.html. Et donc ce fichier-là, souvent, c'est rarement vous aurez besoin de le changer. Donc c'est un fichier qui est là, c'est la single page application. Mais tout ce qui va s'afficher se trouve à l'intérieur de AppRoot. Mais AppRoot pour nous c'est App Component que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, bien sûr, une fois que index.html est chargé, le premier fichier qui va s'exécuter c'est main.ts. Alors, vous voyez donc main.ts, qu'est-ce qu'il fait? Et bien tout simplement, il va d'abord faire un bootstrap application. Il va démarrer App Component, mais en utilisant une configuration qui se trouve dans un fichier qui s'appelle appconfig. Donc principalement, vous avez app component, c'est ce que vous voyez là. Donc vous voyez ici, dans le cas où vous n'avez pas de module, main.ts va charger directement le app component. Donc il n'y a pas de module. Mais si vous travaillez avec la version module, main.ts va charger le module. Et après, c'est le module qui va démarrer le app component. Donc c'est ça à peu près la différence entre les deux versions. Donc maintenant, on va essayer de vous regarder ce app component. Et ici, app component, c'est ce que vous voyez ici dans app. Vous allez trouver le app component, c'est un web component dans lequel vous allez trouver principalement, il y a 4 fichiers. Il y a appcomponent.html dans lequel vous allez trouver ce qui est affiché tout à l'heure dans notre quand on avait visualisé ça. C'est ce que vous voyez ici. C'est app component. Donc c'est ce qui est affiché. Alors ici donc je vais effacer tout ça et je vais mettre par exemple juste test, simple message test. Si vous enregistrez, vous allez, alors ici donc j'ai arrêté tout à l'heure Angular, mais je vais démarrer, je vais faire ngserve ici directement, ngserve, et puis voilà. Alors je vais me connecter, donc voilà ici, donc vous voyez, donc ça c'est pour le moment c'est app component, il affiche tout simplement ce message. Alors je vais essayer de mettre cette page là côte à côte, comme ça on peut voir ce qui se passe. Alors je vais mettre cette fenêtre à côté de cette fenêtre là, comme ça c'est mieux.
Alors ici donc, vous voyez ici donc, ça c'est le app component, c'est la partie app component.html. Ici par exemple, je vais mettre insert. Si vous faites CTRL S, vous voyez donc le système de hot reload donc qui fonctionne. Ça facilite un peu le développement de l'application. Et après, donc ça c'est l'app component. Tout à l'heure, on va voir ce qu'on peut faire là. Et après, dans il y a app component.html et après il y a app component.ts. Alors en fait, app component.ts, c'est la partie TypeScript. Bon, la partie TypeScript d'un composant, c'est une classe. Vous voyez donc ici avec TypeScript, la partie une classe TypeScript, on utilise export class app component. Donc ça c'est la classe. Et dans la classe, on déclare des variables. Bah, je déclare par exemple ici une variable email par exemple de type string. Je vais mettre la valeur, une valeur quelconque comme ça. Bon, ça c'est un attribut que je déclare dans ici dans app component.ts. Donc c'est ça le modèle si vous voulez. Donc le modèle, ça c'est si vous voulez la partie HTML, c'est la partie view et ça c'est la partie modèle. Alors qu'est-ce qu'on déclare dans le modèle? On déclare des attributs. Vous voyez donc ici je déclare un attribut pour le moment des données. Alors juste vous allez remarquer ici pour le moment, c'est parce que nous n'avons pas créé de module. Et donc, du moment que nous n'avons pas créé de module, ça veut dire que nous sommes en train d'utiliser ce qu'on appelle des standalone components. Et si vous travaillez avec des standalone components, vous voyez ici, donc il importe déjà dans le composant, il importe en fait un module. Et donc, si vous voulez travailler avec des standalone components, il faut ajouter un attribut ici, standalone égale true. C'est pour cela que vous voyez cette erreur-là. Standalone de point true. Voilà. Donc ça c'est si vous n'utilisez pas de module, tous les web components que vous créez, c'est ce qu'on appelle des standalone components, c'est-à-dire c'est des web components qui n'appartiennent à aucun module. Et comme on n'a pas travaillé avec le module, donc tous nos composants doivent utiliser ce flag standalone component. Bon, après par la suite, si vous voulez que ça soit fait par défaut, donc vous pouvez le faire, mais en tout cas ça c'est juste c'est ce qui explique pourquoi nous avons cette erreur ici. Alors en fait un web component, comme vous voyez, donc c'est une classe qui utilise le décorateur component. Alors en fait les décorateurs dans Angular ou bien dans TypeScript, c'est à peu près l'équivalent des annotations dans Java. C'est à peu près, c'est pas la même chose exacte, mais c'est à peu près ça. Donc component, donc c'est un décorateur qui permet de marquer une classe comme étant un web component. Et dans component, vous avez un certain nombre d'attributs, notamment selector. Alors selector, ça représente le nom de la balise que vous voulez utiliser pour afficher votre web component dans la partie HTML. Alors ici donc vous voyez par défaut ça s'appelle approot. Et vous voyez donc ce approot là, si vous vous rappelez, on l'a vu déjà dans la partie index.html, c'est ici. C'est-à-dire, c'est pour pouvoir afficher par exemple le web app component, je vais utiliser la balise approot. Okay. Voilà. Donc ça c'est le selector. Le selector c'est le nom de la balise ou bien de l'élément HTML que vous voulez utiliser pour afficher ce composant. Alors ici bien sûr vous pouvez mettre ce que vous voulez. Il se trouve que par défaut app component utilise approot. Et c'est une bonne pratique si vous utilisez des sélecteurs de commencer par app quelque chose comme ça. Comme ça, vous distinguez les composants que vous développez vous-même de votre application par rapport aux web components qui sont offerts par des librairies. Et donc ça peut être utile. Voilà. Et puis vous avez donc la partie template URL. Donc vous voyez donc ici on spécifie où se trouve la partie view, la partie HTML. Donc template URL permet d'indiquer aux composants où se trouve la partie view ou bien la partie HTML de ce composant. Et dans style URL, et bien tout simplement vous allez spécifier où se trouve le fichier CSS de ce composant. Alors bien sûr ici la partie HTML c'est celui que vous voyez ici, app component. Alors maintenant dans la partie HTML, on peut faire le data binding. Par exemple, supposons je voudrais afficher
la valeur de la variable ici email que j'ai déclarée ici, ben, je vais utiliser tout simplement double accolade comme ça et j'écris directement email. Alors en faisant ça, par exemple, j'écris email par exemple de point ça. Donc ici ça c'est le data binding, c'est ce qu'on appelle string interpolation, c'est-à-dire je suis en train d'afficher la valeur d'une variable email qui est censée se trouver dans le modèle. Et dans notre cas ici, c'est cette variable ici. Alors si j'enregistre, enregistrer, je vois bien ici ce qui se passe. Donc c'est-à-dire j'affiche la valeur de email que j'ai ici. Alors en fait, si vous voulez, le data binding se base sur un design pattern qui est très connu, c'est le pattern observer. En fait, vous savez, le design pattern observer, c'est un design pattern qui fonctionne de la sorte suivante. Par exemple, moi je suis un observable, j'ai des données, j'ai des informations. En fait, l'observable, c'est l'objet qui détient l'information, c'est-à-dire le modèle, par exemple. Et vous êtes des observateurs, des observers. Alors, pour devenir des observers, c'est-à-dire quoi un observateur? C'est un composant qui s'intéresse à une information chez un autre. Et pour devenir des observateurs, vous allez faire un subscribe chez moi. Vous allez faire un subscribe chez moi. Ça veut dire, c'est comme si vous me donnez votre adresse mail ou bien votre numéro de téléphone. C'est subscribe. De façon à ce que dès que les données chez moi changent, dès que je reçois des nouvelles informations, je vous envoie des notifications, c'est-à-dire je vous informe. Donc c'est-à-dire l'observer, une fois qu'il fait un subscribe, dès que l'état de l'observable change, ben, automatiquement il reçoit la mise à jour. Il reçoit c'est-à-dire la mise à jour, c'est exactement ce qui se passe ici. Donc notre variable ici, normalement c'est un observable. Donc si la variable change, hop, vous voyez ici donc l'observer qui est ici, c'est-à-dire ce label là, c'est l'observer, ben, il se met à jour. Donc ça c'est le principe de base du data binding. Alors ici donc ce data binding, c'est ce qu'on appelle string interpolation. C'est un data binding qui est unidirectionnel. C'est-à-dire si la variable change ici, alors si la variable email change, donc automatiquement plutôt la partie label se met à jour. Mais ici la partie label on ne peut pas la changer parce que c'est du texte, donc il n'y a pas de data binding dans l'autre sens. Et ça je vais en revenir tout à l'heure. Voilà, et après vous avez donc ça c'est si vous utilisez des standalone components uniquement, vous pouvez importer des modules. C'est-à-dire si votre application a besoin d'utiliser des modules. Et ici donc nous allons voir que nous aurons besoin d'utiliser en fait ce qu'on appelle un routeur qui permet de créer le système de navigation dans Angular. Donc je vais vous le montrer. C'est pour cela que ici pour le moment je le supprime. Parfois, c'est pas parfois, souvent, on va importer des modules. À chaque fois dans votre composant, si vous utilisez des modules, bah ils sont ajoutés à import. Mais si on utilise la version avec module, les importations ne se font pas dans le composant, ils se font dans le module. Donc c'est ça la différence, c'est-à-dire que tous les composants, les web components qui appartiennent au même module vont utiliser les modules qui sont importés dans le module. Mais ici on n'a pas utilisé de module, donc ce qui fait qu'on va essayer d'utiliser, c'est-à-dire les importations vont se faire au niveau du composant. Ensuite, le troisième fichier, c'est appcomponent.css. Alors, le appcomponent.css, c'est un fichier dans lequel vous pouvez mettre des styles CSS pour ce composant. Donc, tous les styles CSS que vous déclarez ici, ils peuvent être utilisés dans ce web component. Mais après, vous avez également style.css. Alors, style.css, bon, c'est un fichier global. C'est-à-dire, si vous déclarez un style CSS dans style.css, c'est un style CSS qui concerne tous les web components. Donc, mais les styles CSS que vous déclarez dans app component CSS, ça concerne que app component. Voilà. Alors, le quatrième fichier porte l'extension .spec.ts.
app.component.spec.ts, comme vous voyez. Ça, c'est un fichier souvent au début que vous n'allez pas trop toucher. C'est pour les tests unitaires. Donc, généralement, dans l'ingénierie logicielle, ça vous le savez, c'est qu'à chaque fois qu'on crée un composant, il faut le tester. Il faut créer ce qu'on appelle un test unitaire. Ben, il se trouve que dans Angular, pour créer un test unitaire, il faut créer un fichier .spec.ts dans lequel on utilise un framework qui s'appelle Jasmine, qui est fait pour le testing, et dans lequel il y a, par défaut, il y a un test unitaire qui est créé, que vous pouvez facilement, sur lequel vous pouvez vous baser pour tester le composant. Mais dans un premier temps, ce fichier-là, on va l'ignorer parce que c'est pas le moment de parler des tests unitaires. Donc, mais c'est un fichier qui, vous pouvez le supprimer pour le moment, il sert à rien. Mais quand vous allez commencer à travailler en entreprise, chaque web component, chaque petite partie du composant que vous créez, il faudrait lui créer un test unitaire. Donc, je rappelle que le test unitaire, son rôle, c'est quoi? C'est pour en fait être sûr que votre composant fonctionne bien. Et généralement avec Angular, il y a une commande ngTest. Si vous tapez ngTest, qu'est-ce qu'il fait? Ng, il va parcourir le projet, et bien tous les fichiers .spec.ts, il va les exécuter, et après il va vous dire quels sont les composants qui fonctionnent et quels sont les composants qui ne fonctionnent pas. Donc ça, c'est fait pour ça. Alors ici, donc pour le moment, on va pas, c'est pas le moment de parler de ça, mais ça c'est juste pour vous expliquer à quoi sert le fichier .spec. Donc tous les fichiers .spec, c'est pour les tests unitaires. Alors vous voyez donc app component que vous voyez là, app component donc que vous voyez là, donc il y a 4 fichiers, donc il y a le fichier .html, il y a la partie TypeScript, il y a CSS, il y a .spec.ts. C'est ce que je viens de vous montrer. Voilà. Alors, maintenant, vous avez, si vous travaillez avec la version sans module, comme vous l'avez constaté ici, mais une .ts a besoin d'utiliser appconfig. En fait, appconfig, c'est là on va configurer les modules. À vrai dire, si vous installez un nouveau module, si vous voulez que votre application Angular utilise un module, eh bien, il faudrait le fournir dans ce fichier-là, appconfig. Alors, vous allez trouver que par défaut, dans appconfig, vous allez trouver quelque chose qui s'appelle provide. Par exemple, ici, provide router. Donc, c'est des fonctions qui sont utilisées pour configurer des modules. Alors dans notre cas ici, donc nous allons utiliser un système de routage qui permet de configurer le système de navigation, c'est-à-dire les routes. Donc tout à l'heure je vais revenir sur ça. Mais par exemple, si par exemple vous voulez communiquer avec le backend, par exemple vous voulez communiquer avec le backend, alors ça c'est des virgules. Après, voilà. Donc virgule. Alors provide HTTP, vous voyez, HTTP par exemple, le fait d'ajouter provide HTTP client, ça veut dire que le module HTTP client, il est fourni. Donc ça c'est le provider. Donc ce qui fait qu'on peut l'utiliser dans tous les composants. Donc ça c'est ce qui change par rapport à la version Angular sans module. Mais par contre, si vous utilisez la version avec module, vous allez trouver que d'abord il y a un fichier pour le module, ça c'est pour le module, et donc à chaque fois qu'il y a plutôt un module que vous voulez importer, il faut le faire ici. Donc on utilise par exemple ici virgule HTTP client module. Donc ça c'est la version avec module, mais la version sans module, tout simplement c'est comme ça que ça se passe. Alors ici pour le moment je vais pas mettre ça et on va l'ajouter quand il faut. CTRL S. Donc voilà, donc ça c'est la structure du projet. Donc moi, les fichiers principaux d'une application Angular. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple créer un web component. Alors je vais créer un nouveau web component et que je vais ajouter à l'application. C'est ce que je vais faire ici. Voilà, alors si vous voulez créer un web component, vous utilisez la commande ng new, plutôt new c'est ng generate component, gc.
G c'est generate, C c'est component. Alors le composant, je vais l'appeler par exemple home. Je vais créer un composant qui s'appelle home, comme ça. Et automatiquement, vous voyez ici, il faut créer un dossier home dans app qui contient les 4 fichiers du composant. Je veux créer un autre composant, par exemple, qui s'appelle products. Voilà, donc il me crée, vous voyez, donc j'ai le web component products. Je veux créer un composant qui s'appelle par exemple navbar, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on peut créer des composants. Alors maintenant, pour vous montrer l'intérêt de tout ça, par exemple, j'ai ici, je veux dans la partie, en fait, voilà, il est où app component.html ici. Alors ce que je vais faire, je vais créer un petit menu. Donc je vais utiliser div. Je vais créer une barre de navigation simple, nav, dans lequel je vais créer des boutons. Alors bouton, par exemple j'ai un bouton home. Ici donc je vais utiliser, je vais travailler avec Angular, plutôt Bootstrap. Alors si vous voulez intégrer Bootstrap dans votre application, il y a deux façons de faire. Il y a la première, c'est d'aller vers le fichier AngularJSON ici, ok. AngularJSON, et vous cherchez Styles ici, et là vous allez ajouter le chemin où se trouve Angular. Alors forcément votre Angular, il est où? Il est dans Node Module, et plutôt c'est pas Angular, c'est Bootstrap. Alors Bootstrap, vous allez le chercher, vous allez trouver ici B, ABC, Bootstrap, elle est là, et si vous regardez, donc vous allez mettre Node Module, Bootstrap, dist, CSS. Et là, vous allez trouver bootstrap.min.css. Donc, vous pouvez faire ça. Vous pouvez le faire ici. Vous pouvez l'ajouter là. Alors, la même chose, si vous voulez ajouter du JavaScript, vous le faites ici. Vous ajoutez donc le chemin vers un fichier JavaScript si vous voulez l'intégrer. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est d'aller vers le fichier style.css. Ça, c'est plus simple. Alors, dans le fichier style.css, vous voyez donc, on sait déjà que style.css, c'est un fichier global. C'est un fichier global. Qui est intégré par défaut. Et comme ce fichier global qui est intégré par défaut, donc tout simplement, je peux ajouter par exemple, Bootstrap en utilisant import, comme ça. Import. Vous voyez donc Bootstrap directement. Dist. CSS bootstrap.min.css. Donc ça c'est suffisant pour intégrer Bootstrap dans votre application. Alors je reviens vers app component. Ici donc j'ai home, donc je vais utiliser la classe btn outline par exemple primary. Ok, CTRL S, oui. Bon, ça me donne un bouton comme ça. Ici, donc, je vais utiliser mon div class padding, par exemple, 3. Donc, ça, c'est le bouton Home. Je vais ajouter ici un bouton Product pour afficher Product Component. Alors, je vais mettre un peu d'espace ici. Donc, je vais mettre ici margin ms. Alors classe c'est ms1 moving start, plutôt margin start, donc juste pour mettre un peu d'espace entre ce bouton et l'autre. Et puis moi ce que je veux faire, c'est que quand je clique sur par exemple home, je voudrais montrer ici home component, et quand je clique sur product, je voudrais afficher product component. Bon, pour faire ça, d'abord, il me faut configurer le système de routage. Comment? Eh bien, regardez, donc nous avons créé donc deux composants ici, Home Component et Product Component. Et après, vous avez un fichier qui est très important, qui est le fichier les routes, app routes. Et dans ce fichier-là, app routes, vous allez trouver un tableau de routes qui sont déclarées. Et d'ailleurs, vous allez remarquer tout à l'heure que le tableau route, elle est déjà configurée dans app config. On voit ici, provide router,
c'est-à-dire le système de routage, va se baser sur l'ensemble des routes que vous avez déclarées dans bien sûr, ce fichier-là, route. Bien sûr, c'est le fichier qui se trouve dans AppRoute, c'est-à-dire ce fichier-là. Alors, pour déclarer une route, c'est très simple. Vous créez un objet dans lequel vous mettez path. Par exemple, ici, path, c'est home. Et puis, component. Component, c'est home component. Voilà. Alors, vous voyez donc ici, donc, home component, c'est home. Nous avons ici home component. La classe, par défaut, la classe du composant que vous créez, vous voyez, il s'appelle home component. Alors, celle que pour produit s'appelle product component. Alors, vous voyez donc cette erreur que vous voyez là en rouge, c'est dû à quoi? Voir si vous vous rappelez un petit peu. Ce qui est souligné. Pourquoi c'est souligné en rouge? Voilà. C'est parce que maintenant on est dans standalone et il va falloir le faire typiquement à chaque fois. Pour ça. Et ce composant-là, la même chose pour home component. Vous mettez virgule, standalone, true. Voilà. Ça c'est normalement dans la version 17, ça se fait automatiquement. Mais ici, dans cette version 19, c'est à vous de le faire soit manuellement, soit au moment de la création du composant, il faut préciser comme quoi vous voulez qu'il soit standalone component. Parce que j'ai utilisé NGGC, mais j'ai pas précisé ça. Alors tout à l'heure, on va regarder ça. Donc, pour déclarer les routes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement déclarer un élément, plutôt ici dans les routes, la route s'appelle home, et ici il est associé home component. Et après on fait la même chose pour l'autre. Je vais déclarer ici la route, je vais l'appeler products, prods par exemple. Ici donc je vais l'appeler product component. Donc j'ai créé mes deux routes. Et après, je reviens vers la barre de navigation ici, c'est-à-dire app component HTML. Ici, donc, je peux utiliser un attribut qui s'appelle router link. Alors, vous voyez, donc, quand j'utilise router link, il me demande d'importer. Ici, une classe qui s'appelle router link. Alors, si il ne faut pas rater ça, si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe, c'est que si vous regardez dans appcomponent.ts, vous allez voir quelque chose que j'ai supprimé tout à l'heure, vous voyez ici. Et il vient d'ajouter dans le composant import router link. Donc, mais si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire manuellement. Donc, voilà. Donc, juste, il faut faire attention parce que parfois dans la partie, notamment surtout avec IntelliJ, donc il vous aide à importer les choses. Donc, il faut en profiter. Mais si vous faites pas attention à ce genre de choses, c'est qu'à un moment donné, c'est à vous d'aller manuellement pour le déclarer. Donc ici, router link égale /home. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais taper à http localhost, quand je vais taper ici http localhost 4200/home, et bien, ce qui va s'afficher, c'est home component. Si je vais taper, alors ici donc le path, vous voyez, donc si je tape, je reviens en route, voilà. Alors si je tape /home, il va m'afficher home component. Si je tape par exemple /prods, il va me chercher product component. C'est ça la signification du path, ok? Alors, sauf que ici, quand je tape, si je tape ici home, a priori, je vois rien. Il n'y a rien qui s'affiche. Pourquoi? Tout simplement parce que qu'est-ce qu'il fait en fait le système de routage? Ben, le système de routage, quand vous tapez, quand vous, voilà ici. Ici dans la app component, ici, il va chercher home component, il va le chercher, il va le trouver, il va générer le rendu,
Mais le problème, c'est que où est-ce qu'il va afficher ce rendu? Donc, c'est-à-dire dans la page template, c'est-à-dire dans cette page principale, dans App Component, il faut indiquer un élément qui s'appelle Router Outlet. Ça. Alors, la même chose ici, vous voyez, donc il me demande de l'importer. Donc, il va automatiquement l'importer. Voilà. Alors, si vous n'avez pas cet élément Router Outlet, vous n'allez rien voir. Alors, maintenant, si vous tapez, vous voyez, donc si vous tapez Home, ici, vous voyez ici, donc je vois sur la partie Router Outlet, je vois Home Component. Et si vous tapez par exemple prods, et là vous allez voir prod component. Alors maintenant, pour ne pas taper ici, donc je vais, si je clique là, vous voyez, donc si je clique, bon, ça règle le problème. Donc si je clique sur ce bouton Home, je vais vers une route qui s'appelle /home. Si je clique sur Products, je vais vers la route Product. Alors ici, donc j'ai ça. Bon, ça change. Alors maintenant, je reviens vers mes composants. Je vais définir le contenu de chaque composant. Est-ce que c'est clair pour comment régler le système de routage? Oui, monsieur. Ok. Alors, dans Home Component, vous voyez, donc Home Components, il y a la partie HTML ici. Donc, je vais mettre quelque chose comme ça. Je vais créer un div, lequel je vais utiliser par exemple card body par exemple. Je fais div. Bon, je fais quelque chose de plus simple comme ça. Je fais Home Component. Voilà. Alors, Home Component, alors je mets un peu d'espace ici. Je mets un autre div. Class padding tree. Et je mets ce code ici. Voilà. Alors, je fais la même chose pour Products. Ici, Products Component. Voilà. Alors ici, donc, vous voyez Home Component et je vois Product Component. C'est clair? Alors, maintenant, je vais regarder Product Component. Supposons dans Product Component, je voudrais afficher une liste de produits. Alors, bien sûr, dans Product Component, je vois la partie HTML et je vois la partie TypeScript. Alors, bien sûr, la partie TypeScript, c'est la classe Product Component. Alors, vous voyez bien, donc le sélecteur par défaut, c'est App Products. La partie HTML, la partie plutôt CSS. Pour le moment, il y a rien on n'a rien importé ici et c'est un standalone component. Alors, généralement, un web component, c'est-à-dire contient des attributs, plutôt la partie modèle des composants contient des attributs. Alors, supposons je voudrais déclarer quelques products. J'ai une variable products, par exemple, qui contient un tableau. Bon, alors je peux mettre, je peux la déclarer de type array any. En fait, le type any, c'est-à-dire c'est en fait dans TypeScript, le type any, c'est-à-dire n'importe quel type. Parce que vous pouvez par exemple dire array de string, c'est-à-dire c'est un tableau de string. Alors quand vous faites un tableau de string, vous faites égal tableau. Mais dans votre tableau, vous allez mettre des strings. Alors ici, donc, je vais mettre des objets. Donc, quand je vais mettre des objets, pour le moment, je n'ai pas encore déclaré la structure de ces objets-là. Donc, on peut utiliser donc any. Donc, souvent, c'est le cas. Ou tout simplement, si vous déclarez rien, par défaut, c'est any. Alors, si vous déclarez plutôt rien, donc, c'est-à-dire si vous spécifiez pas le type, vous pouvez directement l'initialiser comme ça, peu importe pour le moment. Alors, ce que je vais faire ici, donc, je vais déclarer une liste de produits, par exemple name, de points. Alors, name, alors ici, donc, c'est du Java, c'est du TypeScript, donc je vais mettre name directement ici. Name, la valeur, c'est par exemple computer. Price,
de points 1300, quantity par exemple, price selected par exemple, selected de point true. Alors ça c'est le premier produit, virgule, le deuxième produit, virgule, le troisième produit. Alors ça c'est printer. Et ça c'est un smartphone. Alors ici je mets false, là je mets true. Donc j'ai ici deux listes. Ok. Alors plutôt j'ai une liste de produits. Bon, cette liste de produits là, donc je voudrais l'afficher dans la partie HTML. Alors pour cela, donc je reviens à la partie HTML ici, partie HTML. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer un table ici, avec la classe Bootstrap table, dans lequel je mets thead, tr, th. Par exemple ici, donc je vais afficher le name. Je vais ajouter un identifiant ici, comme ça on peut. Je vais ajouter un attribut ID de point 1. ID. Alors 1, 2, 3. Bien, alors ici donc je vais afficher le ID, la colonne ID, name, price, et puis selected. C'est tout. CTRL S. Alors vous voyez ici, donc je vois bien donc ici un tableau. Et puis j'ai besoin dans tbody d'afficher la liste des produits. Alors pour cela, donc j'ai besoin de faire une boucle. Parce qu'en fait, dans mon modèle, j'ai ici, dans le modèle, j'ai voilà, product. C'est un tableau. Donc j'ai besoin de faire une boucle sur l'ensemble des objets du tableau et j'affiche les informations. Alors comment je vais le faire? Eh bien, je vais le faire comme ça. Eh bien, je vais le faire en utilisant. Alors en fait, Angular, il y a depuis la version 17, il y a quelque chose qui a changé dans Angular, notamment c'est le moteur de template. C'est qu'avant c'était comme ça, vous faites tr comme ça et vous mettez ng4 comme ça, ng4 et vous faites la boucle ng4 ici let p of products. C'est-à-dire si vous faites pour chaque produit P de products, ok. Après on va afficher le td et dans td vous faites voilà, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher p.id comme ça et j'affiche les autres. Name, price, selected. Alors ça c'est l'ancienne template. Alors ici si vous faites ça, ici ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que il faudrait, c'est-à-dire cette template, ng4, c'est un peu ng4, il faut l'importer. Alors vous voyez donc ici je l'ai pas fait tout à l'heure. ng4, vous voyez, ng4. C'est-à-dire si vous utilisez l'ancienne template, avant c'est comme ça qu'on faisait et il faut que ça soit importé. Alors ici vous voyez, ici ça marche. Alors désolé alors donc ici il faut que ça soit importé. Donc d'ailleurs si on regarde ça, si on regarde ici, regardez, import ng4 off. Alors ça c'est-à-dire c'est comme ça qu'on travaillait avant la version 17.
c'est-à-dire sur Angular. Donc forcément, on utilise ngFor, ngIf, etc. Toujours dans les éléments. Donc ça, c'est c'est-à-dire le premier modèle de template Angular. Après, depuis la version 17, il y a un nouveau moteur de template qui est plutôt donc qui sera souvent utilisé. Donc ce que je vous recommande, c'est tout simplement d'utiliser ici for, oui, for, ici donc là vous pouvez mettre for pay of product, vous ouvrez la collade, non, vous faites for et après vous mettez track by pay. Alors for, pour chaque produit pay de la liste des produits, alors ici donc je vais le traquer par pay, c'est-à-dire ici si je fais ça, donc je suis en train d'itérer par rapport à l'objet lui-même par pay. Et après, on peut itérer par l'index, c'est-à-dire le numéro de l'index de l'élément dans le tableau, etc. Alors ici, donc, si vous faites ça, vous voyez ici, donc ça c'est intéressant. En tout cas, c'est le modèle de template qui a été rajouté à Angular depuis, je pense, la version 17. Et que pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec d'autres moteurs de template, ils vont souvent préférer travailler comme ça. Donc voilà, donc vous avez deux façons de travailler. L'ancien modèle de template avec ngFor, etc. à l'intérieur de l'élément. Et là, vous avez donc la nouvelle façon de travailler. Alors là, ça marche également. Ici, c'est plus simple. Donc je préfère que vous adoptez donc ce nouveau modèle de template. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Voilà. Alors, ça c'est maintenant, je reviens juste à la partie à TypeScript. Alors, dans la partie TypeScript, donc je vais quoi? Alors ici, j'ai déclaré un attribut, je l'ai initialisé, mais c'est pas forcément une bonne façon de faire. Mais ce qu'on va faire généralement dans un web component, souvent on peut implémenter une interface qui s'appelle onInit. Alors si vous implémentez l'interface onInit, vous aurez besoin de redéfinir une méthode qui s'appelle ngOnInit. Ok. Si vous voulez ajouter le constructeur, si vous voulez si vous voulez d'un composant, vous utilisez constructeur. Alors le constructeur c'est important parce qu'après on va voir, le constructeur il va servir pour l'injection des dépendances. En fait, Angular c'est un framework qui est basé sur le principe de l'injection des dépendances. Et donc si vous voulez injecter un service, donc ça on va en parler tout à l'heure, si vous voulez injecter un service dans Angular, donc vous aurez besoin de le faire en utilisant le constructeur. Alors ici donc ce que je vais faire maintenant, une fois que le composant est instancié, bah, automatiquement la méthode ngOnInit s'exécute. C'est-à-dire la méthode ngOnInit, c'est la méthode qui s'exécute au démarrage du composant. Par exemple, ici ce que je vais faire, donc je vais déclarer par exemple ici, je vais déclarer mes composants, plutôt ici product de type par exemple any. Donc si je ne veux pas spécifier le type, ou si je veux spécifier comme quoi c'est un tableau, donc je mets array any, c'est-à-dire c'est un array qui contient des objets quelconques. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'initialiser. Donc je vais utiliser 10.product égale valeur. Bon, ça c'est plus intéressant parce que généralement on ne connaît pas les données. Souvent c'est ici qu'on va envoyer une requête vers le backend et on récupère les données et on va l'initialiser. Donc c'est comme ça qu'on fait généralement. Alors si vous travaillez comme ça, vous allez rencontrer un petit souci tout simplement. Vous voyez ici une exception. Pourquoi? Parce que il se trouve que ici on l'a pas initialisé.
Donc, si vous l'initialisez pas, c'est que la template, il est chargé et dans votre HTML, vous êtes en train de faire une boucle sur une liste qui n'est pas encore initialisée. Donc ici, donc vous allez avoir ici, il va vous dire que product is undefined, donc c'est-à-dire il n'est pas la propriété product n'a pas été initialisée. Parce que souvent, maintenant, ce qu'on a fait, c'est que on l'a initialisé dans ng on init. Et dans ng on init, c'est-à-dire on commence déjà à afficher avant que la méthode ng on init s'exécute. Donc c'est la raison pour laquelle, pour éviter ce genre de problème, il faudrait faire un test. Et pour faire un test, vous pouvez par exemple, si vous voulez utiliser, c'est-à-dire si vous voulez utiliser donc la template ancienne template, vous utilisez quelque chose comme ça, ngIf. ngIf, par exemple ici. Alors ça suppose que, bon, ngIf. Alors pourquoi je fais ça? C'est juste ngIf. ngIf, par exemple, products. Bon, je vais l'importer manuellement. Je voulais qu'il l'importe, mais vous faites ça ici. Inspection. Alors ici, donc, si je reviens à product, alors comme j'ai ici importé ng for, etc., vous allez importer ngIf. Voilà. C'est pour cela que je voulais qu'il le fasse automatiquement, mais voilà. Donc vous voyez maintenant il n'est plus en gris, ça veut dire que, alors si vous faites ça, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le tbd il ne sera affiché que si product est initialisé. Donc ça règle le problème ici. Alors on va faire ça, voilà. Donc c'est-à-dire que on ne va parcourir ça qu'une fois que product est initialisé. Ça c'est l'ancien template, mais si vous, pour travailler avec la nouvelle template, vous utilisez, vous pouvez utiliser ici if, tout simplement, if, comme ça, if product. Vous ouvrez encore la collade, mais vous mettez par exemple tout le tbd, vous le mettez ici. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez le thead, mais le tbd, je ne vais le générer que si product est défini. Bon, ça marche également. Alors, pourquoi j'ai ça? Ah, ok. Parce que là, c'est un peu encore l'histoire. Alors ici, donc, pour c'est-à-dire quand vous déclarez un attribut, généralement, il est très recommandé en fait, d'initialiser les variables. Alors par exemple ici vous pouvez mettre comme si vous mettez any, ce problème ne va pas se poser. D'ailleurs ici donc c'est ce que je vais faire dans un premier temps pour ne pas spécifier les types. Donc si vous mettez any, alors par défaut vous avez la valeur undefined. Donc ça c'est la valeur par défaut. Mais si vous mettez un type, si vous spécifiez un type, comme ici j'ai spécifié qu'il s'agit d'un tableau, ici il vous exige soit d'initialiser, soit tout simplement vous ajoutez un point d'exclamation à la variable. Alors c'est le point d'exclamation ajouté à la variable, c'est-à-dire c'est comme si vous demandez en fait à l'interpréteur de Angular de ne pas prêter attention à l'initialisation de cette variable. Donc c'est-à-dire moi je sais ce que je fais, mais si vous le faites pas, vous allez avoir cette exception. Donc vous avez deux façons de faire. Donc soit vous ajoutez ça pour la variable, comme quoi ce n'est pas la peine de me faire cette remarque là, ou tout simplement vous dites vous l'initialisez, vous mettez égal à quelque chose. Alors ce problème ne se pose pas si vous le déclarez de type any, parce que any ici donc c'est-à-dire vous vous intéressez pas au type, c'est-à-dire vous pouvez stocker dans cette variable n'importe quoi, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est clair? Voilà, alors ça c'est le principe de base. Après bon, moi ce que je vais faire, je veux par exemple
Bon, déjà selected true false, ce que je vais faire ici, je vais juste améliorer ça. Je vais dire par exemple, je vais... alors qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais mettre par exemple une icône qui indique si le produit est sélectionné ou pas. Alors pour cela, je vais installer Bootstrap Icons. Donc ici, donc je vais utiliser npm install bootstrap-icons. Une fois que vous installez Bootstrap Icons, il faut l'ajouter dans style.css de la même manière. Ici import à la Bootstrap Icons font Bootstrap Icons min.css, et ce qui vous permet de voilà d'ajouter des icônes, de belles icônes ici. Alors je vais utiliser donc la valise icon comme ça, classe bi par exemple check, je prends check all circle, je sais pas quoi, quelque chose comme ça. Vous voyez donc ici, donc ça c'est une icône check. Après ce check là, je vais le mettre uniquement à une condition. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ben j'utilise encore if ici. Par exemple, je vais utiliser if pay selected égale à true. Ben je fais ça. Alors je ferme la collade de if ici. Ok. Alors c'est-à-dire je fais un check uniquement pour les produits qui sont sélectionnés. Sinon vous pouvez utiliser else. Voilà, donc if ça, else vous mettez une autre icône par exemple. Bon, ça c'est toujours alors ici donc je vais utiliser une autre icône, par exemple square, je sais pas. Bon, ça c'est toujours c'est check. Alors un check. Bon, circle tout court. Par exemple, ça c'est sélectionné, ça c'est pas sélectionné. Mais après vous trouverez donc les couleurs et tout ça donc dans la liste des icônes de Bootstrap. Bon, c'était juste pour ajouter ça, ce test. Alors, je vais ajouter juste un bouton qui permet par exemple de supprimer ici un produit. Alors td, j'ai un bouton delete. Bon, delete, donc je vais mettre une icône, classe ici bi bootstrap icon par exemple trash, je pense, oui. Ici le bouton, je vais mettre classe btn outline danger rouge. Voilà, donc j'ai une icône comme ça, et je voudrais que quand je clique, je supprime le produit. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement ajouter ici click. Voilà. Alors click, j'appelle une fonction que je vais appeler par exemple handle delete, et je lui transmets directement le produit P. Alors ici donc quand je clique sur ce bouton, j'appelle une fonction qui devrait se trouver dans product component ici, qui s'appelle delete. Alors si vous voulez l'ajouter automatiquement, faites Alt Entrée avec IntelliJ, c'est plus simple. Bon, il vous ajoute cette méthode là, handle delete ici. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Et bien tout simplement, je vais supprimer ce produit de la liste. Alors pour cela, donc je vais faire par exemple, l'une des techniques, c'est d'utiliser p. Par exemple products. Je vais filtrer. Je vais par exemple filtrer.
alors ici filter. Alors dans filter, donc je vais prendre quoi? Je vais prendre pour chaque P. C'est quoi la condition? C'est P double. Ça c'est la notation fléchée. Je vais filtrer les produits P dans lequel P point ID est différent de ici. Je vais mettre la variable product ici, product sur lequel j'ai cliqué, .id. Alors normalement ça va me donner, c'est comme s'il va parcourir cette liste, il va filtrer uniquement, il va garder que les produits dont leur ID est différent du produit sur lequel je cliquais. C'est une façon d'ignorer, de supprimer le produit sur lequel j'ai cliqué. Mais le résultat, c'est une liste que je vais stocker dans 10.products. C'est-à-dire 10.product égale 10.product.filter. Donc ça permet, ça c'est du JavaScript. Donc ça permet de filtrer. Alors ici donc j'ai un petit problème. Pourquoi? Non, si. Alors P, le paramètre P, il est de type ini, oui, tout à fait. Alors quand vous avez un P de type ini, il faut mettre ici P de type ini. C'est-à-dire ça c'est c'est pas un booléen, voilà. P de type ini. Filter P. Alors pour le moment P il est de type ini, mais après pour ne P il sera de type product. Donc ce qui fait qu'on va créer notre modèle qui s'appelle product, et après on va faire les choses de manière un peu plus intéressante. Donc si je clique sur ça, vous voyez donc ici, donc il n'y a pas de problème. Alors bien sûr, donc si vous voulez faire une confirmation, vous faites quelque chose de plus simple. Par exemple, vous dites let la rep v égale confirme. Confirme, ça c'est du JavaScript. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Alors, et après, vous dites if v égale à true, si c'est le cas. Alors, dans ce cas-là, je vais filtrer. Donc, si je clique, donc je vois ici la petite boîte de dialogue, annuler ou bien OK. Bon, ça c'est juste, pour le moment, il n'y a pas de backend, il n'y a pas de base de données. Tout se fait côté front-end. Alors, maintenant, bon, ça c'est juste pour démarrer. Donc, vous avez deux composants, le premier et le deuxième. Bon, après, donc ce que je vais faire, c'est justement d'introduire la notion de service. Et ça serait la dernière partie. Alors, pourquoi les services? Parce que il faut noter que dans, en fait, Angular, quels sont les différents composants, voilà, l'architecture. Donc, en principe, une application Angular de base se compose de plusieurs modules. Bon, il y a minimum un module, mais on vient de voir que depuis la version 14, on peut créer une application sans module. Mais généralement, dans un module, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les web components. Alors en fait, les web components, c'est la partie user interface. C'est-à-dire, c'est ce qui s'affiche. Donc le premier web component qui s'affiche, c'est root component. Donc c'est app component. Mais root component contient des composants, par exemple C2, C3, C4. Et C2 peut contenir C5 et C6. C'est à peu près ce que vous voyez ici. Vous voyez donc, c'est-à-dire cette structure qui s'affiche. Ça, c'est C1. Ça, c'est le root component. C1 contient C2, C3, C4. Vous voyez, donc C1 contient C2. Voilà, C3 et C4. Et C2 lui-même, C2 contient C5 et C6. Donc, c'est-à-dire finalement, ce qui s'affiche dans une page, dans votre page index.html, c'est
C'est tout simplement c'est une hiérarchie de composants. Alors donc les web components, c'est la partie user interface. User interface. Alors maintenant, si vous voulez faire des traitements. Alors quand par exemple vous cliquez sur un bouton dans un composant, si vous voulez faire un traitement, par exemple vous voulez envoyer une requête vers le backend. Alors généralement ce qu'on utilise c'est les services. Donc les services c'est la couche applicative, c'est la partie traitement, côté front-end bien sûr. Donc Angular c'est un framework qui sépare la logique présentation. La logique présentation UI c'est ça, c'est les web components. Avec la logique applicative c'est les services. Vous venez de voir, on a créé une application sans utiliser les services. Mais si vous ne travaillez pas avec les services, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, ce qui va se passer, c'est que, supposons, vous cliquez sur un bouton dans C4, je clique sur un bouton dans C4, et je voudrais mettre à jour des données qui se trouvent dans C6. Alors, si vous ne travaillez pas avec les composants, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que je clique sur C4, C4 va envoyer un message vers C1, C1 va transmettre un message à C2, et C2 va transmettre un message à C6. Et si vous travaillez comme ça, vous allez vous perdre, c'est pas pratique. Faire la communication entre les composants en échangeant des messages, ça vous pouvez le faire quand il s'agit d'un parent et d'un fils, mais quand il s'agit par exemple, je clique sur un bouton ici et je voudrais changer quelque chose ici. Donc, techniquement parlant, je clique sur C3 et je voudrais changer dans C6. Donc, C3 va communiquer avec C1, C1 va communiquer avec C2, C2 va communiquer avec C6. Et ça, c'est pas pratique. Alors, pour éviter ce problème, on va utiliser les services. Bon, un service, c'est une classe dans laquelle on va mettre des méthodes. Et un service peut être utilisé dans un composant en utilisant ce qu'on appelle l'injection des dépendances, que vous connaissez. C'est qu'un service, il est instancié une seule fois dans Angular. À chaque fois, si vous voulez l'utiliser dans un composant, il suffit de faire l'injection des dépendances. Par exemple, le service 1, je peux l'injecter dans C4 et je peux l'injecter dans C6. Et généralement, quand il y a un événement qui se produit dans un bouton, eh bien, on fait appel à une méthode qui se trouve dans le service. C'est le service qui va envoyer une requête vers le backend. On récupère donc des résultats. C'est des JSON et après ces données-là, on va les retourner au composant sous forme d'objet JavaScript et après c'est le composant qui va les afficher. Donc c'est-à-dire tout ce qui est la logique applicative, traitement, on le fait dans le service. Alors ici donc on peut injecter un service dans plusieurs composants et on peut également injecter un service dans un autre service. Alors ça c'est pour les services. Mais après il y a ce qu'on appelle les directives et les pipes. En fait les directives ils sont faites les directives sont introduites dans HTML5. Par exemple si vous tapez input type égale texte, alors type c'est un attribut. Required c'est une directive. Alors required dans HTML5 ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur elle est requise, elle est obligatoire. La valeur de ce input il est obligatoire. Mais généralement une directive derrière il y a une fonction JavaScript. C'est-à-dire une directive c'est une fonction JavaScript qui fait ça. Bon dans Angular vous pouvez créer des directives que vous pouvez ajouter à des composants si vous voulez faire de la validation, vous voulez faire c'est-à-dire quelque chose de plus joli. Souvent les directives sont utiles à utiliser. Et donc si vous voulez faire des vérifications, des choses comme ça, donc on peut utiliser les directives. Et puis il y a les pipes. Alors les pipes, ils sont utilisés c'est pour formater les données. Par exemple, si vous voulez afficher une date de naissance, je vais afficher la date de naissance comme ça. Et après j'utilise pipe ici. Vous voyez donc ce pipe. Et après j'utilise un pipe qui s'appelle date. Et le pipe date, ça fait partie de Angular. Il vous permet de spécifier le format de la date. Par exemple, le jour, mois, année. Et donc, vous voyez donc un pipe, c'est tout simplement une fonction JavaScript. C'est une fonction JavaScript en quelque sorte qui va recevoir l'input la date de naissance ici. Et il va retourner une chaîne de caractères qui va être affichée
en utilisant ces paramètres que vous voyez ici. Alors, ça c'est globalement les composants de base de Angular. Alors, dans notre cas ici, supposons je voudrais utiliser un service qui permet de gérer ces produits-là. Alors, dans ce cas-là, donc c'est-à-dire pour moi, je ne veux pas gérer les produits ici, ça va se faire côté service. Et bien, je vais créer un service. Et pour créer un service, on va utiliser la commande ng generate service. Alors, je vais créer un dossier que je vais appeler services slash, dans lequel je vais mettre un service que je vais appeler product. Product. Voilà. Product. Product. Voilà. Alors, j'ai créé le service. Donc, vous avez ici un dossier service dans lequel j'ai product service. Alors, quand vous voyez donc un service, comme vous le voyez là, ben, c'est une classe qui utilise le décorateur injectable. Et si vous voulez que votre service soit disponible pour tous les composants, vous pouvez le faire. On ajoute par défaut provide in root, c'est-à-dire ce service-là, il est ajouté, il est disponible pour tous les composants de l'application. Donc, on n'a pas besoin de l'associer à un module particulier. Et donc, ici, dans le service, je vais créer des méthodes. Par exemple, supposons je suis en train de gérer une liste de produits. Par exemple, ici. Donc, c'est-à-dire la liste que j'ai créée ici. Donc, je vais la déplacer vers le service, ici. 10.product, CTRL X. Je vais la déplacer vers le service. Voilà. Product. Donc, j'ai ici donc le service qui contient la liste des produits. J'ai le constructeur, mais généralement, comme je disais, le constructeur, il va servir souvent, c'est pour faire l'injection des dépendances. Donc, je suppose ici que dans mon service, je vais créer une méthode qui permet de retourner get, par exemple, all products. Bon, ça, c'est une fonction simple qui permet de retourner 10.products. Voilà. Pour le moment, on n'a pas de base de données, mais normalement, c'est ici qu'on va envoyer une requête vers la base de données pour récupérer la liste des produits. Alors ici, donc, je fais quelque chose de plus simple comme ça. Et puis, donc, pour, par exemple, supprimer, par exemple, un produit, delete product P. Alors, product de type any. Et ben, je vais supprimer. Il permet de supprimer le produit, par exemple, à partir de cette liste. Donc, je vais prendre le même code que j'ai ici. Et je le mets dans le service. Ici. C'est-à-dire 10.product égale à ça. Bon, tout se passe, c'est-à-dire, pour moi, le service, c'est là où je vais gérer mes données. Et donc, j'ai les deux méthodes. Alors maintenant, comment utiliser ce service dans mon composant? Alors, je vais changer mon composant ici. Alors, le composant, ici, d'abord, il faut injecter le service dans le composant. Et pour injecter le service, donc je vais utiliser, comment on fait? Et bien, dans le constructeur, on va déclarer un attribut de type private. Je vais l'appeler product service de type product service. Donc, vous voyez, donc, pour faire l'injection des dépendances dans Angular, on utilise tout simplement le constructeur. Alors, au lieu de faire ça, au lieu de déclarer un attribut privé comme ça, un attribut comme ça, et après ici vous déclarez un attribut, quand vous le faites dans Java, vous faites 10.products service égale product service. Ça, c'est de l'injection des dépendances. Mais ça, c'est plutôt la syntaxe qu'on a l'habitude de travailler avec C# ou avec Java.
Mais dans TypeScript, vous n'avez pas besoin de déclarer cet attribut-là, vous le supprimez. Et vous n'avez pas besoin de l'initialiser, mais à condition d'ajouter à votre attribut soit private ou bien public. Donc automatiquement, il ajoute cet attribut-là, plutôt ce paramètre du constructeur comme étant un attribut. Et après, si vous mettez ce que vous voulez, si vous voulez que l'attribut soit public, vous mettez public. Si vous voulez que le service soit privé, vous mettez private. Alors ça, c'est l'injection des dépendances. C'est comme ça qu'on fait l'injection des dépendances. Alors maintenant, du moment que je fais l'injection des dépendances, je vais dire ng on init. Une fois que mon composant s'initialise, je vais récupérer les produits à partir du service. 10.product service. J'appelle la méthode getAllProducts. Vous voyez maintenant mon composant, c'est ce que je suis en train de montrer là. Donc mon composant ici, il fait appel au service. Le service va faire des traitements, etc. Il va me retourner un résultat que je vais utiliser pour si vous voulez, afficher. Et quand je clique sur Delete, la suppression, je ne vais pas la faire ici. Je vais directement faire 10.product que je vais afficher, à quoi est égal. Bon, si vous voulez, parce que là, on va faire 10.service, product service.delete, product ici. Donc, vous voyez, donc je supprime d'abord le produit dans le service, et donc il est supprimé. Mais si je veux actualiser, si je veux afficher, eh bien je fais appel, je récupère à nouveau la liste des produits. Alors, soit que je fais ça 10.product égale encore 10.service.getAllProduct. Comme ça, je recharge à nouveau les produits. Mais comme vous voyez ici, donc ce que j'ai créé là, c'est quelque chose qui va se répéter. Donc de préférence de créer ici une méthode que je vais appeler getAllProducts. De préférence de faire ça, et comme ça vous ne répétez pas le code ici. Donc et donc la méthode ng init, il va appeler 10.getAllProducts. Voilà, il appelle cette fonction là. Et ici, donc quand je supprime, j'appelle la même fonction 10.getAllProduct. Donc ça c'est mieux. Alors comme ça, parce que souvent il n'y a pas qu'une seule ligne, il y a souvent pas mal de choses que vous écrivez. Pour éviter de réécrire le même code plusieurs fois, vous faites quelque chose comme ça. Et là, bon, vous allez voir, c'est pareil. Donc ici, je vois bien ça s'affiche, je vois bien ça se supprime. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, sauf que ici, c'est intéressant encore. Pourquoi? Parce que je viens d'introduire la notion de service. Vous voyez, donc ça, j'ai utilisé la notion de service. Est-ce que c'est clair? Monsieur, est-ce que lorsqu'on fait quelque chose au niveau du service, il sera connu dans toutes les composantes? À chaque fois maintenant, c'est ça l'avantage, c'est qu'un service, donc ici, quand je vous déclare dans un service des méthodes, à chaque fois, si vous voulez utiliser la méthode d'un service, ben, il suffit d'injecter le service dans un composant. Par exemple, je peux l'injecter là, je peux l'injecter là, etc. C'est ça ce qui est intéressant. Parce qu'un service, il est instancié une seule fois. Donc, vous voyez, donc un service, il est fait, c'est pour partager les données et les traitements pour plusieurs composants. D'accord, merci. Voilà, donc ça c'est l'avant-dernière. Bon, si vous voulez, la dernière des choses, c'est comment communiquer avec le back-end. En réalité, dans la pratique, vous aurez toujours cette situation-là, c'est qu'un service, pour faire des traitements, il a besoin de communiquer avec le back-end via HTTP. Alors pour cela, donc, je vais prendre ici un exemple de back-end que j'ai ici. Celui qu'on a déjà créé. Donc je vais prendre une application ici qui permet de gérer les produits. Alors pour la coller à mon application, j'ai ici, je suppose que j'ai une application qui contient des produits, name, price, il y a la quantité, donc je vais ajouter un attribut que je n'ai pas, c'est selected de type boolean. Ici donc voilà, j'ajoute juste l'attribut selected.
Et puis donc j'ai dans cette application j'ai Product Repository, Spring Data. Bon, ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait. Et j'ai ici un REST controller, Product REST API. Ouais, donc c'est un REST controller qui utilise Product Repository ici. Ça c'est le constructeur pour faire l'injection des dépendances. J'ai deux méthodes ici. J'ai une méthode qui permet, si je mets http localhost / product, il me retourne la liste des produits, c'est-à-dire product repository.findAll. Ici je mets find by id, product / id ici, il me retourne un produit sachant son id. Je vais juste ajouter une méthode qui permet de supprimer. Alors ici, je suppose que pour supprimer, je fais ça, CTRL-C, CTRL-V. Donc je vais vous laisser ce code-là dans le repo GitHub. Alors ici, donc je vais mettre ici pour supprimer, je ne vais pas utiliser delete, plutôt get, je vais utiliser delete mapping, c'est-à-dire j'envoie une requête avec delete vers /product /id. Donc ici product id c'est une variable, ici delete by id. Ok, et delete by id, donc c'est une méthode de type void. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va supprimer tout simplement. Il va faire delete by id en spécifiant id directement ici. Il n'y a pas de return parce que c'est une méthode de type void. Donc bref, donc j'ai ici un backend, par exemple ici la base de données que j'utilise, c'est une base de données H2 simple. Le port c'est 8083. Alors je démarre ce projet là. Alors dans ce projet là il y a la documentation Swagger que j'ai intégrée ici en utilisant Spring Doc Open API. Donc ça permet de tester facilement donc ces web services. Mais en tout cas, si je teste avec, alors je vais tester, ça c'est le backend. Si vous tapez localhost 2.8083 / products, ouais, donc si je mets /product, je reçois la liste de tous les produits. Si je mets /product /1, je vois un produit. Ça c'est le backend. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà dans lequel on a déjà parlé. Et pour supprimer, il faut envoyer une requête avec delete, une requête HTTP avec la méthode delete. Je ne peux pas le faire directement ici, mais vous avez Swagger UI qui est intégré à l'application, dans laquelle vous pouvez tester. Vous voyez ici, donc si je avec delete, il suffit d'envoyer une requête HTTP avec delete, vous envoyez le ID et vous cliquez sur delete, ça permet de supprimer. Vous voyez, donc là il a supprimé. Il a supprimé le produit. Si vous faites encore get all try, vous allez voir ici, si j'exécute, je vois la liste des produits. Donc vous voyez donc le premier, le deuxième, le premier a été supprimé. Bref, alors ça c'est, je suppose que vous avez un backend qui offre des méthodes. Donc je redémarre. Mon backend au démarrage, il va ajouter quelques produits dans la base de données. Il y en a 3 ici. De la même manière, je vois le computer, printer et smartphone qui sont ajoutés. Et voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je reviens à mon front-end. Alors, si vous voulez maintenant utiliser le front-end, est-ce que vous suivez toujours? Oui, monsieur. Alors, donc, dans le front-end, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser maintenant le service HTTP. Alors, pour utiliser le service HTTP, d'abord, la première des choses, il faut aller vers le fichier config, app config, et vous allez ajouter le provider ici. Donc, ici dans providers,
vous avez déjà quelques providers qui sont déclarés par défaut, vous ajoutez provide HTTP client. Donc ça c'est obligatoire. Donc ça c'est que le service HTTP client il est maintenant disponible. Et puis on va aller vers notre maintenant on va aller vers le service ici. Alors maintenant dans le service, maintenant on n'a plus les produits ici. C'est parce que la liste des produits ils sont dans le backend, dans la base de données. Et maintenant je veux communiquer avec le backend. Alors pour cela, il faut injecter le service HTTP. Donc je vais injecter HTTP de type HTTP client. Voilà. Donc avec HTTP client, donc je peux envoyer une requête HTTP vers le backend. Comment? Il suffit d'utiliser return this HTTP .get. Donc j'envoie une requête HTTP avec get vers le backend. Et le backend c'est où? C'est HTTP localhost. Le port c'est 8083 /product. Vous voyez donc ici, donc j'envoie une requête vers /product et je vais retourner ça. Mais en fait les méthodes, il faut juste noter que les méthodes du HTTP get, post, put, delete, c'est des méthodes qui retournent des objets de type observable. Alors observable, pourquoi? Parce que c'est juste pour comprendre ça. Alors vous voyez donc ici toujours c'est la dernière partie HTTP. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous avez donc ici vous appelez, alors si par exemple pourquoi? Parce que les méthodes get, type post et tout ce que vous avez dans le service HTTP, c'est des méthodes non bloquantes. Pourquoi? Parce que si c'est des méthodes bloquantes, qu'est-ce qui va se passer? Le problème c'est que vous avez le composant qui fait appel au service et le service fait appel au backend. Alors quand le composant appelle une méthode du service, le service va envoyer une requête HTTP, ici c'est HTTP, vers le backend. Le problème c'est que si cette requête, si j'attends, c'est-à-dire quand je clique sur un bouton, j'appelle le service envoie une requête HTTP vers le backend, ben, cette requête ça prend du temps. C'est-à-dire si j'attends jusqu'à ce que je reçois la réponse, le problème c'est que ce temps-là d'attente ici, le temps entre la requête et la réponse, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui se passe c'est le component il est bloqué. Pourquoi il est bloqué? C'est-à-dire je ne peux rien faire au niveau de la user interface, je ne peux pas faire d'autre chose. Donc je suis obligé d'attendre jusqu'à ce que les données soient chargées pour pouvoir faire autre chose. Pourquoi tout simplement c'est bloqué? Parce qu'il faut savoir que les applications JavaScript, c'est des applications de type single thread. Alors single thread, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une application JavaScript, il y a un seul thread. Donc si vous bloquez le thread, si vous envoyez la requête et vous attendez, et bien tout simplement ce qui va se passer, c'est que le composant sera bloqué. Donc on va attendre jusqu'à ce qu'on reçoive la réponse pour faire autre chose. Donc ça c'est pas intéressant. Donc c'est pas comme ça qu'on peut créer des applications réactives. Alors ce qu'on va faire, c'est que tout simplement les méthodes, quand vous envoyez une requête get, ben, on envoie la requête. Quand vous appelez get, j'envoie la requête vers le backend, mais je ne vais pas attendre la réponse. J'envoie la requête et je retourne immédiatement. On va retourner un objet de type observable. Donc, si vous voyez donc la méthode get, il retourne un objet de type observable immédiatement, même avant de recevoir la réponse. Et comme ça, le composant, il reçoit, dès qu'il appelle la méthode, il reçoit l'observable. Et s'il reçoit l'observable, il fait ce qu'on appelle subscribe ici. Donc le composant va faire un subscribe vers l'observable. Ça veut dire quoi subscribe? Ça veut dire j'attends la réponse. Et quand je fais un subscribe, ça veut dire que le composant n'est pas bloqué. On peut faire autre chose. Dès que la réponse arrive, il va arriver vers l'observable. Et l'observable va bien sûr, le composant va recevoir cette information. Et cette information va être affichée.
Donc, si vous voulez, pour ne pas avoir des applications bloquantes, toutes les communications avec le backend, c'est des opérations qui retournent des objets de type observable. Alors, il y a d'autres frameworks, par exemple dans React, vous utilisez Axios. Bon, Axios utilise les features. Donc, si vous faites quelque chose, .den, .error, etc. Ici, Angular utilise les observables. Voilà. Alors, c'est pour cela que, en principe, vous allez juste remarquer ça. Donc, même si vous mettez rien ici, alors par défaut, ça retourne un objet de type observable, ici. Alors, si vous voulez, alors, on va essayer avant de tester. Alors, pour supprimer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais encore envoyer. Je vais faire ici return this.http.delete. Donc, je vais envoyer une requête HTTP avec delete vers HTTP. C'est-à-dire, je vais faire ça. La même chose ici. /id. Bon, le ID, c'est quoi? C'est donc, je peux faire ici plus product.id. Donc, ici, donc, je vais demander de supprimer le produit dans le ID égale la valeur de ID sur lequel j'ai cliqué. Donc, ça, c'est en fait c'est-à-dire maintenant mon backend, maintenant je gère plus les données, les produits côté service, mais je les gère côté backend. Mais maintenant, il faut changer au niveau du composant. Alors, qu'est-ce qu'on va changer au niveau du composant? Ben, ce qu'on va changer, c'est ça. C'est ici, d'abord, quand j'appelle le service. Alors, quand j'appelle le service, je sais que quand j'appelle la méthode getAllProduct, il retourne un objet de type observable. Donc, je dois faire .subscribe. Subscribe. Je mets un objet ici. Et dans subscribe, je vais mettre d'abord next de point. Ici, je mets value. Comme ça. Virgule. Et je mets error de point. Et je mets ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'envoie la requête. Je fais un subscribe. Quand la réponse arrive, ça c'est la response. Ici, response, la réponse. Alors, si la réponse est correcte, vous voyez donc ici, donc je reçois ici la réponse et je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire? Il va tout simplement, je vais dire this.product que j'ai ici, à quoi est égal la réponse. Donc, je récupère directement la liste des produits qui sont normalement récupérés au format JSON. S'il y a erreur, mais par contre, s'il y a une erreur, donc je vais utiliser console.log, par exemple, error. Alors ça, c'est pour... voilà, ici, donc c'est pour ça, c'est comme ça qu'on va souvent travailler la communication avec le backend. Alors pour delete, donc je fais pareil ici, donc je fais ça, .subscribe. Voilà, donc je fais subscribe. La même chose, donc je fais next. Alors si tout se passe bien, je fais ça. S'il y a erreur, je fais ça. Alors si tout se passe bien, je vais afficher une boîte de dialogue, etc. Vous voyez, donc si tout se passe bien, je vais charger tout simplement les composants. C'est-à-dire, une fois que je suis sûr que tout est supprimé, j'appelle encore this.getAllProducts. Ici. S'il y a erreur, donc je vais afficher le message d'erreur. Console.log error. Voilà. Alors, ça, je viens maintenant de basculer vers plutôt une application qui va communiquer avec le backend. Alors, sauf que si vous regardez maintenant ça, vous allez voir qu'il y a une exception qui est très importante que vous allez rencontrer. Vous voyez donc si je fais ça, il envoie bien une requête HTTP vers le backend. La preuve c'est ça, oui. Il envoie la requête vers le backend.
Mais ici, il y a une exception, il y a une erreur. Pourquoi? Tout simplement parce que le backend, ici, il vous dit qu'il vous a bloqué par course policy. Alors, pourquoi? Ça veut dire quoi l'affaire de course policy? C'est que vous savez que, d'une manière générale, quand vous envoyez, si vous récupérez... Alors ici, donc, l'idée principale, c'est quoi? C'est que vous avez, si vous avez un client, un browser, ok, qui envoie une requête vers un domaine, un serveur, par exemple x.com, un serveur x.com, pour récupérer une page. Alors, il va vous donner par exemple index.html. Et là, vous avez index.html qui va s'afficher côté navigateur. Alors, le x.com pour nous, c'est le front-end, par exemple. Vous voyez, donc le front-end se trouve dans un domaine x.com. Alors, dans notre cas, le domaine, c'est localhost. Le port, c'est 4200. Ça, c'est le front-end. Et à partir maintenant du front-end, c'est-à-dire de cette page index.html, je voudrais envoyer une requête HTTP vers le backend y.com. Vous voyez, donc je suis à partir du front-end que j'ai récupéré à partir d'un domaine. Je veux envoyer une requête HTTP avec post ou bien avec get ou bien je sais pas quoi vers le backend. C'est une requête Ajax, JavaScript. Parce que ce que je suis en train de faire ici, http.get ou bien .post. J'envoie une requête vers le backend. Alors, vous savez, quand vous envoyez une requête JavaScript ou bien une requête Ajax vers un domaine, il faut d'abord, normalement, ça c'est interdit. C'est-à-dire que, techniquement parlant, vous n'avez pas le droit d'envoyer une requête HTTP JavaScript à partir d'une page que vous avez récupérée d'un domaine X. C'est-à-dire, si vous récupérez une page d'un domaine X, et si à partir de cette page-là, vous voulez envoyer une requête HTTP JavaScript vers un domaine Y, ça c'est interdit. Ça c'est ce qu'on appelle Course Policy. Course Policy, c'est Cross Origin Resource Sharing. Donc ça c'est le principe. Alors, si vous voulez que vous soyez autorisé, il faut d'abord que vous soyez autorisé au niveau du backend. Donc, c'est pour cela, généralement, quand vous envoyez une requête avec post, normalement ici, qu'est-ce qu'il fait le navigateur? Le navigateur, il envoie d'abord une requête HTTP avec la méthode options. Option. Alors, cette requête option, c'est pour demander l'autorisation. Il va demander au serveur, donne-moi c'est-à-dire les autorisations que tu me donnes. Et parmi les autorisations, vous allez recevoir un header qui indique les domaines qui sont autorisés. Alors, par exemple, si il vous indique comme quoi j'autorise, donc Naya, il faut indiquer au browser comme quoi j'autorise, par exemple, toute page qui se trouve dans le domaine localhost 4200, c'est-à-dire toute requête, toute page, j'accepte, c'est comme si une façon de dire, j'accepte toutes les requêtes qui proviennent d'une page qui se trouve dans le domaine localhost 4200, c'est-à-dire x.com. Alors, si vous n'avez pas cette autorisation ici, au niveau backend, eh bien, votre application ne peut pas marcher. C'est-à-dire, vous demandez, il va vous dire, oui, je vous autorise. S'il est autorisé, c'est à ce moment-là qu'il envoie la requête avec get ou bien avec post vers le backend et le backend va vous répondre. Donc ça, c'est un problème que vous allez souvent rencontrer quand vous créez une application dans laquelle vous séparez le backend et le front-end dans deux domaines différents. Le backend, c'est un domaine X et le front-end, c'est dans un domaine Y. Alors c'est pour cela que vous avez ce blocage. Alors pour régler ce blocage, on va vers le backend, ici. Alors dans notre backend, avec Spring, bon,
On peut faire quelque chose de plus simple pour régler ce problème en ajoutant juste dans le contrôleur, dans le REST controller que nous avons créé ici, ben, on ajoute la notation cross origin. Alors si vous mettez cross origin, normalement ici vous pouvez mettre http localhost 4200. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'autorise toutes les pages qui se trouvent qui proviennent de ce domaine d'envoyer des requêtes HTTP. En dehors de ce domaine-là, d'autres applications n'ont pas le droit c'est-à-dire d'envoyer des requêtes AJAX vers ce serveur. Et pour ne pas utiliser, si vous voulez autoriser tous les domaines, vous mettez étoile ici. Là, ça marche également. Je réexécute mon backend. Alors, le code source de ce backend, donc je vais le partager je vais vous le partager comme ça, vous utilisez la même démo. Voilà. Alors, vous voyez donc ici j'ai réglé ce problème. Maintenant, ça y est, donc au démarrage, je vois bien. Alors, si je vois dans les networks, alors dans network, si j'actualise, vous voyez donc au démarrage, j'envoie une requête vers le backend ici. J'ai bien envoyé une requête vers le backend. Alors le backend m'a retourné les données JSON ici. Ben, si données JSON, vous voyez donc c'est le service qui va faire ce travail-là. Donc le service. Alors ça c'est le back-end. Alors je reviens vers le front-end. Alors le service. Voilà. Alors le service, lui, il envoie la requête vers le back-end. Il récupère les données JSON et après ces données JSON, ça devient des objets JavaScript. Il va les retourner aux composants et les composants vont les afficher. Donc ici, donc vous voyez, donc j'appelle, je fais subscribe. Dès que les données arrivent, je les stocke dans la variable et je les affiche. Alors c'est pareil, si je veux supprimer, on va vérifier. Hop. Ok. Vous voyez donc, cette fois-ci, je vais vers le backend. D'ailleurs, vous allez remarquer, j'ai utilisé delete. Ici, j'ai envoyé la requête, mais là, vous voyez deux requêtes. La première, regardez. Ici. Ça, c'est quoi? C'est une requête avec la méthode option. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Normalement, vous envoyez une requête avec delete, mais lui, il doit d'abord regarder est-ce qu'il a l'autorisation d'envoyer cette requête. Donc, il envoie une requête avec options. Ben, il reçoit un header. Alors, ce header-là, il faut le voir ici. C'est alors le header, c'est ça. Access Control Allow Origin, c'est celui-là. Donc vous voyez donc le navigateur, il reçoit le header Access Control Allow Origin. La valeur c'est étoile. Ce étoile que nous avons là, c'est ce qu'on a fait le backend. Donc avec la notation cross origin, on a mis étoile. C'est-à-dire on autorise. C'est une façon, le backend a dit maintenant au navigateur, bon, j'autorise tous les domaines à envoyer la requête. C'est uniquement parce qu'il reçoit ça après la requête avec options qu'il envoie la requête avec delete. Vous voyez, donc il envoie la requête delete et delete va supprimer et tout se passe bien. Voilà, alors je pense qu'on a fait le tour global donc des concepts de base de Angular avec en fait un exemple d'application. Voilà. Alors je vais vous partager tout ça. Vous allez le trouver sur Classroom. C'est pas compliqué. Mais pour les gens qui vont travailler avec Angular pour la première fois, il faut un peu par la suite prendre le temps de comprendre tout ce qu'on vient de dire et de travailler ça. Est-ce que c'est... Alors, vous marquez votre présence dans la zone chat et vous pouvez quitter le cours si vous voulez.